sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est vendredi et nous sommes aujourd'hui le 22 mai et vous êtes bien à l'écoute de votre émission Le Grand Forum, l'émission phare de France Maghreb 2. Méfiez-vous des imitations, ici l'authenticité, l'original. Pour nous accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour Emmanuel, vous êtes spécialiste dans le domaine de la défense, de la sécurité et de l'armement, président également de l'Institut Prospective de sécurité et de sécurité en Europe. C'est bien cela Emmanuel ? Oui, je vous ai perdu, mais j'ai entendu la fin de la phrase. Non, bon. Mais forcément, c'est non, ça. Non, mais je tâchais de vous présenter. Ah, très bien. Voilà. Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et parfait. Sécurité en Europe, effectivement. Et mon petit doigt me dit aussi que vous faites partie du nouveau centre, c'est ça ? Alors qu'il ne s'appelle plus le nouveau centre, il s'appelle les centristes, et je suis effectivement chargé des relations internationales et des questions de défense. Pour nous accompagner, notre spécialiste maison, Farid Temsamani. Comment ça va, mon Farid ? Très bien, et toi ? Salut Christophe, salut Philippe, salut Emmanuel. Salut Farid. Vous vous connaissez, je crois, tous les deux. Hein. Oui, tout à fait. C'est plaisir vous êtes croisés sur plusieurs plateaux, c'est pas la première. Absolument. Alors, Farid, Philippe Boyaki également de la partie. Bonjour, mon Philippe. 2 secondes, je répondrai à des petits messages pour dire bonjour à nos auditeurs et nos auditrices. Bonjour. Désolé d'avoir cette tête un petit peu fatiguée, Christophe, mais on a essayé depuis hier de prendre des nouvelles de Stéphane Espic. Vous retrouverez la vidéo sur Christophe Le Grand Forum suite à son interpellation. Sous tes yeux. C'est ça, sous nos yeux. On allait à Robert Debré et sur le chemin, j'avais croisé Stéphane qui voulait remettre un courrier au président de la République, enfin en tout cas un conseiller ou quelqu'un de la présidence, mais combien même un gardien, mais au moins dans la boîte aux lettres. Et il a été arrêté par les forces de l'ordre qui l'ont laissé repartir. Et puis il m'a attendu. Tu vois, je m'en veux un petit peu parce qu'on a les images de la GoPro qu'on n'a pas encore diffusées parce qu'on voit clairement ce qui se passe. On les voit déjà très très bien dans le live qu'on a fait hier sur Christophe Le Grand Forum. Et donc, les policiers sont revenus au courant, l'interpeller, l'arrêter, lui notifier certaines choses. Et depuis, il a complètement disparu des écrans radars. C'est-à-dire que, y compris sur les Gilets jaunes, y compris sur son Facebook, y compris sur des gens qui le suivent, sur des groupes de soutien, personne n'a aucune nouvelle. J'ai appelé à plein d'endroits et on refuse de me communiquer. Donc, je pense que ce soir, je vais me rendre à l'Élysée Oui, il a été arrêté par les forces de l'ordre de l'Élysée, enfin qui protègent l'Élysée, pour au moins qu'on me dise dans quel commissariat il est, pour savoir que si tout va bien, quoi, parce que c'est pas ça son genre de ne pas donner de signe de vie. Bon, restez bien en tout cas connectés sur la page de Christophe Le Grand Forum si vous voulez être informé, parce que c'est vraiment là que ça se passe. Alors les amis, Farid Temsamani, Emmanuel Dupuis, tout à l'heure on sera avec Maître Maghrebi pour la partie juridique et pour la dernière, messieurs dames, parce que c'est la dernière du Grand Forum en mode Ramadan. Et c'est aussi la dernière du Grand Forum avant quelques jours de repos bien mérités, je vous l'accorde, parce que tout le monde a fort bien travaillé pour que on soit présent au quotidien pour vous accompagner, vous lire, vous relayer et être parmi vous. Et ce fut un plaisir. On prendra également connaissance d'une cagnotte, celle des Corans en braille, qui a explosé littéralement. Donc on verra ça tout à l'heure. On fera un petit tour par les journées de la générosité qui se poursuivent avec notre partenaire humanitaire. Notre objectif sera-t-il atteint? Réponse évidemment ce soir. Et puis bien entendu, on fera. Vous savez que c'est aujourd'hui, mon cher Farid, c'est la journée internationale d'Al-Quds. Est-ce que tu le savais, mon Farid? Oui, j'avais vu ça. Oui, en fait, comme chaque dernier vendredi du Ramadan. En fait, il y en a plusieurs. Celle-ci, elle est celle organisée initialement par l'Iran, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Samia Chiki nous a réservé tout à l'heure une chronique sur cette journée si particulière et pour ne jamais oublier, parce que c'est important. Mais pour l'heure, messieurs, on a quand même quelques discussions sur la table. Notamment cette question pour commencer, Farid Temsamani, Emmanuel Dupuis. Comment percevez-vous les relations internationales de demain, ce qu'on appelle communément l'après-Covid? Emmanuel Dupuis. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce que on vous entend très bien. Un problème de connexion.
la bande passante est un petit peu compliquée. Bah, écoutez, moi, je pense qu'il n'y aura pas de grands changements, dans le sens que finalement, cette crise n'a fait qu'accélérer ou mettre en exergue des fractures qui étaient déjà existantes. Vous rappeliez fort opportunément qu'aujourd'hui, c'est la journée d'Al-Quds. Je pense que la décision d'annexer 87% de la Cisjordanie a été prise, bien évidemment, ou a été pensée, pas mûrement, mais décidément, ou de manière tout à fait, comment dire, avec une certaine forme d'arrogance avant cette crise. Je crois que cette crise ne fait finalement que accélérer ou sans doute aggraver des fractures qui étaient déjà existantes. Récemment, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, évoquait le fait que le monde devait faire face pour les 20 prochaines années à 5 fractures. Bon, la fracture sociale, avec là aussi, on le voit de plus en plus, des jeunes qui ne se sentent pas suffisamment intégrés dans la société. La pandémie a mis sous couvercle, si j'ose dire, les manifestations du Irak qui vont reprendre, ou les manifestations à Beyrouth qui ont déjà repris. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu un impact qui viserait à étouffer ce besoin d'inclusion sociétale. La fracture numérique qui est apparue évidente, et je crois peut-être qu'il y a une forme d'accélération avec une dématérialisation. Les grandes entreprises numériques mondiales, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Microsoft et Facebook, avec évidemment leur pendant chinois, n'ont fait que s'enrichir. D'ailleurs, ils ont énormément gagné d'argent. La preuve, le confinement a bénéficié à cette dématérialisation, ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, donc cette économie de rupture où effectivement les contacts humains sont de plus en plus réduits. Et puis bien sûr, la fracture environnementale qui a pu donner l'impression qu'elle a pu être résorbée parce que le trafic aérien a été réduit quasiment à néant, que la consommation d'énergie a été réduite de 30%, mais on voit bien malheureusement que la reprise de consommation, du reste, tous les chefs d'État et de gouvernement appellent leur population à surconsommer pour compenser ce que nous n'avons pas consommé pendant cette crise, fait que cet intermède, entre guillemets, qui a pu sauvegarder un peu durant ces 55 mois à la planète, ne va évidemment, malheureusement, pas se pérenniser. Puis évidemment, les fractures géopolitiques, mais je pense qu'on y reviendra au cours de cette intervention, absolument, où les absolument. tensions sont fortes. On continue à se battre en Libye. On va les explorer, ces différents exemples, monsieur Dupuis. Non, juste un dernier point, et on continue à mourir de faim en Afrique. Absolument. Ah, quoi qu'on verra. Oh, oui, bien sûr qu'on continue à mourir de faim, mais est-ce que finalement, c'est la question qu'on pourra se poser, est-ce que l'Afrique est peut-être la moins perdante de toute cette crise qui vient de se passer? C'est celle qui résiste le mieux pour l'instant. Peut-être, voilà, on se posera la question. Farid Tabsamani, comment toi tu perçois les relations internationales de demain, l'après-Covid? Réponse d'Emmanuel Dupuis, maintenant réponse de Farid Tabsamani. Farid? On a perdu notre Farid? Philippe? Farid, ton micro est fermé, excuse-moi. Ton micro est fermé, mon Farid. Hein. Ça risque d'être compliqué pour t'entendre. Essaye de l'allumer, voilà, pour qu'on puisse profiter de ce que tu veux nous dire, mon cher Farid. Son micro est fermé chez lui. Il a des problèmes de connexion. Hein. Il m'a envoyé un message pour dire qu'il a des gros problèmes de connexion. Je ne suis pas le seul. Je suis rassuré. Bah oui, mais en même temps, l'avant ou le dernier jour, il se reconnecte. Il est là, mon petit Farid. Farid. Voilà, mon Farid, tout va bien. Désolé. Bon, tout va bien. Alors, comment toi tu perçois les relations internationales de demain, l'après-Covid? C'est la question que j'ai posée à Emmanuel Dupuis qui a donné sa réponse. Quelle est ta réponse à toi, Farid? Je souscris entièrement ce que dit Emmanuel dans les grandes lignes. Moi, ce qui est toujours intéressant dans les relations internationales, c'est que, en fait, c'est sa vie. Et la crise, au-delà de la crise sanitaire, du fait que des gens décèdent un peu partout sur la planète, en vérité, on a une accélération, et on va avoir une accélération de la lutte de leadership entre les États-Unis et la Chine. Alors, c'est pas le Covid qui a fait cette accélération. Elle était déjà enclenchée en fait depuis maintenant pas mal de temps, mais là en fait très clairement c'est une exacerbation des luttes entre les deux pays, et on va le voir à mon avis en sortie de crise sur un certain nombre de sujets internationaux, un certain nombre d'organismes même internationaux, et tout ça pour dire qu'en fait les relations internationales, en fait c'est pas le Covid qui va les changer, mais il y aura une évolution. Il ne faut pas oublier que la véritable lutte, elle est surtout économique.
elle est économique et stratégique. Et donc, du coup, cet exercice de cette crise mondiale, en fait, a juste démontré les forces en présence, un rattrapage potentiel de la Chine vis-à-vis des États-Unis, et les États-Unis, toujours cette notion d'abord... Farid, Oui. pardon de te couper, les États-Unis, c'est très important de le rappeler, 32 millions de chômeurs durant cette crise du Covid. 32 millions, c'est Oui, énorme. Ça aura forcément un impact. Non, alors je suis pas d'accord avec toi, Christophe. Bien sûr que c'est énorme pour les personnes concernées. Et pour celles et ceux qui connaissent les États-Unis, en réalité, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Il y a combien d'habitants aux États-Unis? Il y a plus de 360 millions d'habitants. Bien sûr que c'est beaucoup, surtout quand on sait qu'avant la crise du coronavirus, en fait, les États-Unis étaient quasiment en pleine bourre, c'est-à-dire qu'il y avait quasiment plus de chômage aux États-Unis, à part le chômage structurel tel qu'on peut le connaître en France. Mais si tu veux, 32 millions de chômeurs, c'est beaucoup. Il va même y en avoir un peu plus. Mais moi, ça ne me fait pas peur pour une raison très simple, c'est que la structuration de l'économie américaine fait qu'en fait, les 32 millions de chômeurs aujourd'hui vont repartir très rapidement au travail. Il faut juste pas oublier, c'est que l'économie américaine n'est pas constituée comme en France. Elle est quasiment hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, les gens touchent un salaire, chaque semaine, les gens payent un loyer, etc. Et là où, par contre, ça risque d'être un peu plus violent qu'en France, c'est que les Américains, en tout cas l'immense majorité des Américains, sont dans un pays de consommation. Il n'y a pas d'épargne. C'est-à-dire que quand quelqu'un est au chômage aux États-Unis, notamment les classes les plus faibles, en fait, elles ont vraiment plus rien pour manger. D'où les fameuses images des soupes populaires, d'où les chaînes alimentaires ici ou là. Mais je pense qu'il ne faut pas comparer les États-Unis à ce que l'on connaît en France. Bien sûr que le chiffre de 32 millions, c'est toujours beaucoup pour les personnes concernées, mais il ne faut pas le voir statistiquement. Ce n'est pas comparable avec la France, à mon avis. Emmanuel Dupuis, vous souscrivez par rapport aux propos de Farid, justement, sur le fait que 32 millions, c'est pas beaucoup et que c'est pas très inquiétant, selon ce que vient de dire Farid? Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec Farid. Premièrement, parce que le modèle économique américain est différent de l'ensemble des modèles économiques mondiaux et que les choix qui ont été faits par la Banque fédérale américaine, la Fed, diffèrent totalement d'autres choix qui ont été faits, je pense, en comparaison avec la Banque centrale chinoise. L'économie américaine va repartir pour une autre raison, c'est qu'elle s'est dotée de réserves. Et l'autre crise, la crise pétrolière, montre bien que les États-Unis ont largement de quoi résister à cette crise. Ils sont d'ailleurs devenus, avec près de 12 à 13 millions de barils jour, le premier pays pétrolier au monde, donc ils n'ont pas besoin, et ils se montrent évidemment beaucoup moins dépendants des autres. Je crois effectivement que la crise structurelle américaine n'est pas à l'ordre du jour, tout simplement parce que comme c'est le premier pays qui bénéficie évidemment d'un investissement de la part des autres pays, il peut lui-même produire de la dette sans que ça pose un problème. Alors que nous sommes tenus de rembourser cette dette. Je rappelle qu'en France, nous avons une dette qui dépasse les 100% de notre PIB, et dans un certain nombre d'autres pays, notamment l'Italie, c'est beaucoup plus, 134. Mais si on compare avec le Japon a aussi une dette absolument abyssale, puisqu'elle dépasse les 150, quasiment 150, elle avoisine, les 150% de son PIB, mais comme elle est puissamment arrimée à l'économie dollar et à la Banque centrale américaine, ce n'est pas un problème parce qu'on n'exige pas ce remboursement. Là où ça devient un problème, c'est quand les pays sont particulièrement endettés et quand on exige ce remboursement. C'est pour ça que les États-Unis, qui sont dans les maîtres de l'économie dollar, toutes les transactions financières dans le monde, même vis-à-vis des pays sous sanctions et même vis-à-vis des pays qui ont, disons, une certaine forme de différenciation diplomatique, pour le dire comme ça, vis-à-vis des États-Unis, je pense notamment à l'Iran ou à la Russie, qui sont deux pays sous sanctions, sont obligés de faire leurs transactions en dollars. Donc cette Est-ce que le dollar finalement n'est pas menacé, même à long terme, quand même, par rapport à justement ces pays qui veulent plus utiliser cette monnaie? C'est difficile de le dire ainsi. Ce serait vertueux de le penser. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on soit beaucoup moins dépendant et qu'on sorte de cette extraterritorialité du dollar. Mais encore faudrait-il que nos monnaies le permettent et que nos monnaies soient en capacité de tenir la distance, si j'ose dire. La seule monnaie qui peut remplacer le dollar en termes de monnaie d'équilibre, c'est le yuan renminbi chinois. Et de ce point de vue, l'économie chinoise ayant elle aussi particulièrement été touchée par la crise et n'est pas en capacité de remplacer le dollar. La seule chose que je vois à l'avenir, c'est que
comme la Chine est rentrée la première et sortie la première de cette crise, elle a une longueur d'avance sur d'autres pays qui sont durablement impactés. Ce qui est une certitude, c'est que les États-Unis ne sont qu'au début de la crise, une crise pandémique et peut-être ensuite une récession économique. Mais je suis assez d'accord avec Farid qui dit que et pour lequel évidemment je souscris au propos de dire que les 32 millions de chômeurs ne pèseront pas beaucoup sur l'économie américaine. Par contre, les 8 millions de chômeurs français et les 2,5 millions de chômeurs en chômage partiel, là, évidemment, l'impact sera très, très lourd sur notre économie et particulièrement dans la zone euro. La question qu'on va se poser dans un instant et à laquelle vous allez répondre avec nous aussi, hein, si vous le voulez, en commentant sur les lives France Maghreb 2 Christophe Le Grand Forum, en quoi la lutte contre le Covid-19 est également une bataille économique, politique à l'échelle internationale. C'est la question que l'on posera à Emmanuel Dupuis, qui est avec nous aujourd'hui, et avec Farid Tabsamani aussi, jusque 18h30. C'est parti pour le Grand Forum. Pub, à tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et le temps de la pub, bien entendu, on reste en live, vous le savez, en direct sur France Maghreb 2 et sur la page Christophe Le Grand Forum. Bon, Philippe, que se passe-t-il du côté des commentaires Facebook, nos spectateurs sont-ils au rendez-vous à cette belle émission de géopolitique? Tout à fait, tout à fait. Alors là, non simplement ils sont au rendez-vous, mais ils sont très fidèles. D'ailleurs, certains, ils commencent déjà à pleurer ton absence cette semaine. Monsieur Fro, alors que le pays va mal, part en vacances. Mais appelez-moi le directeur, s'il vous plaît. Non, il part en vacances, il reste à la maison, il se repose. Il reste à la maison, mais voilà, c'est vraiment. On n'a pas le droit de partir en vacances, vous le savez ça. Que d'excellents retours sur l'analyse d'Emmanuel Dupuis, que je rappelle est le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, l'IPSE, et qui est secrétaire national chargé des affaires étrangères du parti Les Centristes. Vous avez le Twitter d'Emmanuel Dupuis qui est @emdupuis DUPUY et aussi @Institut IPSE, les Twitter qui sont très actifs, qui sont une mine, mais vraiment une mine de recherche et de savoir. N'hésitez pas. Vraiment, allez-y, vous allez apprendre plein de choses. Et je le dis en toute amitié. Alors, Emmanuel, c'est un ami, mais hormis ça, il arrive à t'expliquer quelque chose de très compliqué, la géopolitique, avec des mots très fluides et qui sont accessibles à tout le monde. Moi, j'ai souvent tendance à dire, moi, j'ai bac-4. C'est pas pourtant qu'on n'est pas aussi intelligent que quelqu'un qui aurait bac+5, petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra. Mais il y a des mots, moi, qui sont très techniques, qui sont très compliqués. Et quand je suis dyslexique et dysorthographique, 80% des handicaps ne se voient pas. Et quand je lis Emmanuel, quand j'écoute Emmanuel, premièrement, j'ai plaisir à l'écouter. Parce que je vous dis, avec cette fluidité, cette transmission de savoir et de pensée, tu sens que le type, il est animé du fait de transmettre le savoir et transmettre la connaissance. Et elle est complètement ouverte et transparente. Et ça, c'est très rare parce que en général, les gros clubs comme ça, c'est des clubs fermés, on est entre soi et on n'ouvre pas à l'extérieur. Et au contraire, l'IPSE tend à donner, mais à tout le monde, au SDF ainsi qu'aux grands chefs des grandes industries, l'information qui lui permettra de faire son avis, mais surtout de comprendre le dessous des cartes. Parce que quand on n'a pas le dessous des cartes, on n'est pas à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Philippe, pour ces mots. Ah non, mais je le dis sincèrement. Et franchement, la combinaison aujourd'hui de Farid, qui est aussi un technicien extraordinaire sur la géopolitique du Moyen-Orient, de l'Afrique, mais aussi internationale. Moi, il m'a surpris sur des choses en Amérique latine et sur l'Amérique du Nord. Mais c'est extraordinaire. Là aujourd'hui, on a un plateau que tout le monde nous envie. Bah oui, et la semaine dernière déjà c'était le cas avec Sofiane Akdari. Voilà, on a aussi des tueurs dans l'équipe. Tiens, une petite réaction. Le Premier ministre, ce matin, s'est exprimé en France, Édouard Philippe. Le ministre de l'Intérieur aussi. Le deuxième tour des municipales, ça y est, c'est acté ou presque, sauf changement de dernière minute, aura lieu le 28 juin 2020. Mon cher Farid, c'était attendu. Est-ce que ça te surprend? Farid Tabsamani? Farid, pendant la pub, il va se reposer. Bon, on va poser la question. Je suis là. Il est là. Très bien. Alors, Farid, le deuxième tour des municipales, ça t'évoque quoi? Alors, je suis absolument pas surpris parce que dans la même lignée que leur connerie de maintenir le premier tour, ils maintiennent celui-ci. Ouais. Bon, c'est un secret
de polychilène que c'est purement stratégique en termes de timing, puisqu'il va nous attendre après les municipales pas mal d'actualités politiques à mon avis. Moi, je trouve ça scandaleux, pour être tout à fait franc avec vous, pour une raison très simple, c'est que moi, je remets en doute la sincérité du scrutin, et je pense qu'à un moment où les gens, en fait, n'ont pas fini de faire leur deuil, je rappelle juste que beaucoup de corps ne sont pas encore mis sous terre, qu'en fait, on va repartir sur une élection qui, en réalité, n'est pas une élection parce qu'on fera quasiment pas campagne. Moi, je trouve ça assez dégradant pour la démocratie qu'est la France. Mais bon, ça n'est que mon avis. Emmanuel, vous avez un avis là-dessus sur le deuxième Oui, absolument. tour Oui, j'ai du un 28 avis, bien juin? sûr. Alors, mon parti a un avis, mais moi, j'ai un avis personnel. Alors, mon avis, je partage ce qu'a dit Farid. Premièrement, ce n'était pas une surprise. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait cette décision. Alors, par contre, ce qui est un peu gênant, c'est la méthode, puisque elle était supposée avoir été corrélée par la règle du consensus. Souvenez-vous, le Premier ministre avait dit que tous les partis seraient impliqués. Il avait même proposé que C'est vrai. cette décision soit votée au Parlement. Oui. Et il avait reçu d'ailleurs le soutien de Gérard Larcher, justement Gérard Larcher qui avait été accusé un peu trop vite, me semble-t-il, d'avoir lui-même incité à ce qu'il y ait le premier tour. Alors, quelques réactions. Alors, premièrement, le vote qui va advenir le 28 juin, s'il a lieu, sera un vote tout à fait particulier. Il n'y a plus que 5000 communes qui n'ont toujours pas de maire, puisque les 30 000 communes qui ont donc, il y a par contre 30 000 communes qui ont leur maire et leurs conseils municipaux qui ont été élus à l'occasion du premier tour. Donc, ça ne concerne finalement qu'une partie réduite du corps électoral. Il n'y a que 15 millions de Français qui seront appelés à voter. Il faut d'ailleurs vérifier s'il n'y a pas une corrélation entre les zones rouges, parce que je crains malheureusement que c'est ça dont il s'agisse. Et là, pour le coup, si c'est le cas, il y aura une responsabilité à assumer si la plupart des grandes villes, puisque c'est ça dont il s'agit, qui n'ont pas vu leur maire élu au premier tour, vont évidemment mettre en danger potentiellement la santé des Français. Merci. Attends, deux autres points. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est de retour en direct sur France Maghreb 2, bien entendu, après la pub, donc pour la suite de cette émission avec Emmanuel Dupé qui est avec nous. Donc, il est dans le domaine de la défense, de la sécurité et de l'armée également, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, l'IPSE, et également, il est chargé des relations internationales chez les centristes avec nous aussi Farid Tabsamani sur France Maghreb 2, Philippe Boyaki, évidemment, à la réalisation de cette émission. Et on est en plein cœur de discours géopolitique, d'analyse géopolitique. On a fait une petite parenthèse sur les municipales, puisque pour ceux qui nous rejoignent à la radio, on était en live sur Facebook pendant la pub, sur le fait que Édouard Philippe et le ministre de l'Intérieur ont annoncé ce matin, sauf changement de dernière minute, le deuxième tour des municipales pour les 5000 communes restantes. Donc, le deuxième tour aura lieu le 28 juin. Je crois qu'Emmanuel voulait rajouter un petit mot. Oui, juste deux autres éléments qui peuvent parfois échapper aux commentaires médiatiques que l'on entend parfois. Il y a deux raisons pour lesquelles le processus électoral a été volontairement accéléré par le Premier ministre. Premièrement, la commande publique. La plupart des grands chantiers qui concernent la relance économique, puisqu'il s'agit aussi de cela, dépendent d'un vote par les conseils municipaux. Donc, c'est un petit peu compliqué d'appeler à la reprise des grands chantiers, les routes, les chemins de fer, les ronds-points, les ponts, les stades municipaux, les bâtiments publics, si les conseils municipaux ne sont pas au rendez-vous. Donc, le gouvernement, d'une certaine façon, répond à sa propre logique. Pour le retour au plein emploi, il faut qu'il y ait de la commande et singulièrement de la commande publique. Et puis, il y a un autre élément qui est peut-être beaucoup moins vertueux, c'est que ce gouvernement ne voulait surtout pas, et là c'est le responsable politique qui parle, qu'il y ait un télescopage entre des élections qui auraient pu advenir en septembre ou de manière un petit peu plus lointaine, avec les 66 plaintes qui ont été déposées contre l'autorité gouvernementale visant des ministres et certaines visant le Premier ministre, et il eût été particulièrement dommageable pour ce gouvernement de se retrouver à devoir affronter dans les urnes et dans les tribunaux un ressenti, disons ça diplomatiquement. C'est la raison pour laquelle on a voulu accélérer pour essayer
de départir, si j'ose dire, le vote des plaintes, et elles sont légitimes, me semble-t-il, qui vont lourdement entacher peut-être la légitimité de certains responsables politiques qui n'ont pas été élus à l'occasion du premier tour. Bien, merci d'être avec nous en direct dans le Grand Forum. Emmanuel Dupuy, Farid Tabsamani. On revient à nos sujets de ce qui fait notre rencontre aujourd'hui. En quoi la lutte, cher Farid Tabsamani, contre le Covid-19 est également une bataille économique, mais aussi politique à l'échelle internationale? Là, on est en plein dedans, là. On touche le vrai, là. Farid. La bataille économique, la bataille politique. Et quasiment exclusivement économique. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que ça a touché, la pandémie est née dans la puissance économique qu'est la Chine. La Chine, c'est un secret pour personne, c'est l'atelier principal du reste du monde, pour l'essentiel, notamment pour les pays les plus développés, qu'on va dire les pays occidentaux. Donc du coup, l'atelier chinois s'est complètement arrêté. Ensuite, les États-Unis sont dépendants, comme une partie du reste du monde, de cet atelier chinois. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens en fait pensent qu'en fait la Chine s'est réveillée ces derniers jours, enfin ces dernières années. Mais en réalité, même si elle a mis beaucoup de temps, contrairement à son voisin japonais, la Chine en fait s'est réveillée et elle a un objectif. J'espère qu'Emmanuel me confirmera, mais elle a un objectif très simple. C'est que pour le centenaire de la Chine moderne, c'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, en 2049, la Chine a comme ambition officielle, hein, ce n'est pas quelque chose de caché, d'être la première puissance tout court de la planète. La réalité, elle est celle-ci. Elle y arrivera, Farid? Elle y arrivera, selon toi? En tout cas, elle est partie pour. La réalité, celle-ci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que l'on vit, en réalité, Covid ou pas Covid, la confrontation avec les Américains, elle est essentielle, elle est extraordinaire. Alors, petite parenthèse, nous, Européens ou nous, Français, en réalité, derrière ça, on va devoir prendre des choix. Mais je pense notamment à un certain nombre de pays africains qui risquent effectivement de pâtir de cette dynamique entre les États-Unis et la Chine. Mais ce qui est certain, c'est que la Chine, en fait, a cette ambition de devenir la première puissance mondiale. Je vais me répéter à cette antenne, mais aujourd'hui, elle ne l'est pas parce qu'elle n'a pas l'ensemble de ce qu'on appelle, pour être une puissance complète, l'ensemble des puissances qui sont la puissance économique, la puissance financière, la puissance diplomatique, la puissance j'ai dit monétaire et surtout militaire. Or, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui essentiellement à la Chine? C'est deux éléments selon moi. C'est la puissance militaire. Elle essaye de rattraper son retard. Elle a installé une première base, notamment sur le continent africain, qui est Djibouti. En réalité, entre guillemets, elle sous-traite une partie de la sécurisation de ses approvisionnements, notamment en matières premières, aux Américains, mais pas que. Et puis, la puissance financière, tout à l'heure, Emmanuel en a parlé, elle va petit à petit le devenir, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les Américains. Même si les Américains ont comme priorité essentielle leur propre territoire, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, les Américains, c'est d'abord eux, et ensuite on réfléchit pour le reste du monde. Trump en est la parfaite illustration, mais d'autres dans le passé, même Barack Obama, en fait, était également dans cette logique-là. Pour revenir à la Chine, moi je scrute le conflit militaire qui potentiellement va rabattre les cartes. Ce conflit-là... Il aura lieu, Farid? Il est quasiment prévu, en fait. C'est soit Taïwan... Parce que t'étais pas trop... non. Sûr du truc, quand même, il y a peu de temps, là, Farid. Alors, tu n'y croyais pas trop, même. Là, reviens sur mon propos. La perspective, c'est 2049. Ouais. D'accord? C'est 2049, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les Chinois sont incapables de se confronter, techniquement parlant, militairement parlant, aux Américains. Ça, c'est une chose. Mais... Même avec l'aide de leurs alliés? En fait, c'est ça qu'en fait, les gens pensent qu'en fait, les Chinois ont des alliés militaires. Quels alliés on parle de quels alliés, Christophe? La Russie, par exemple, c'est un allié de la Chine. La Russie, c'est un faux allié de la Chine, la Russie. Tout simplement parce que la Russie, aussi brillante qu'elle soit, notamment militairement et du point de vue de son histoire, est relativement limitée dans l'apport face à la contradiction américaine. Ça, c'est mon avis. Je sais que probablement certains ne la partagent pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la lutte, elle est essentiellement économique. Et de ce point de vue-là, la Russie, puisque tu fais référence à la Russie est dans de graves difficultés. Et j'avais dit la semaine dernière un élément très important sur la Chine. Le premier ennemi de la Chine, c'est les Chinois eux-mêmes, en fait.
Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Pourquoi cette crise, en fait, elle a un impact très fort à l'intérieur même de la Chine? C'est que la Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants. Ouais. On parlait du chômage américain. Christophe, tu me disais qu'il y avait 32 millions de chômage américain. Alors, je n'ai pas, moi, les chiffres précis concernant la Chine, mais je peux te garantir que c'est violent également. Pourquoi? Parce qu'elle a été la première à être impactée, qu'ensuite, elle est impactée doublement parce que lorsque le reste du monde est à l'arrêt, eh ben, elle est mécaniquement également à l'arrêt, malgré tout. Et donc, du coup, et même dans la reprise qui va être très timide un peu ailleurs, eh ben, elle va être également impactée. Donc, du coup, cet objectif de 2049, il est atteignable. Il n'y a pas de souci en la matière là-dessus. Mais ça va être dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, une lutte sans merci avec les États-Unis. Et ça va commencer notamment avec la campagne électorale américaine, hein, où, rappelez-vous, hein, Trump, lui, il ne parle pas de Covid-19 ou de coronavirus, il parle de virus chinois. Il parle de virus chinois. Donc, on est déjà dedans. Alors après, il faut distinguer la campagne électorale et la propagande politique, entre guillemets, des réalités purement diplomatiques. Alors, Emmanuel, ne bouge pas. On va faire une petite pause parce qu'on accueille un invité avec nous pour faire un petit point sur les journées de la générosité sur France Maghreb 2. Abdelkarim Zitouni de Humanitaire. Bonsoir Abdelkarim. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous les invités et à tous les auditeurs et les auditrices de France Maghreb 2. Bonsoir Abdelkarim. Donc l'association, l'organisation Humanitaire avec qui nous organisons depuis ce mercredi les journées de la générosité qui visent à solliciter nos auditeurs qui sont extrêmement généreux, qui plus est en cette partie de ce mois béni du Ramadan qui se termine à grands pas là. Solliciter l'aide de nos auditeurs pour notamment du parrainage équitable. Pour qui? Pour les Palestiniens, évidemment. Abdelkarim, où en est-on? Est-ce que les auditeurs ont été au rendez-vous de nos attentes? Eh bien, ils ont été plus qu'au rendez-vous, ils ont été extraordinaires. Ils ont répondu à l'appel que nous avons lancé sur les ondes de France Maghreb 2. En 3 jours, eh bien, nous avons eu on a explosé, hein, le standard a explosé, les chiffres ont explosé aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a dépassé, je crois qu'on on frôle les 3000 dons en 3 jours. Et ça, c'est rare dans l'année. Et voilà, donc, et puis on a dépassé, là, j'ai pas les derniers chiffres à l'instant T, mais on a dépassé les 50 parrainages équitables. Donc, vraiment, un élan de générosité, un élan de solidarité extraordinaire. Et je leur dis, continuez parce qu'il reste encore 2 jours de bien, 2 jours de solidarité et ça ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Et j'en suis sûr que les auditeurs et les auditrices, seront présents comme chaque année. Et puis aujourd'hui, ils reviennent encore plus fort. Eh bien, nous avons, à vrai dire, en toute sincérité, nous avons craint que pendant ce Covid, qu'il y ait une baisse. Eh bien, on est étonné. On fait mieux que l'année dernière. Donc, continuons. Et avec toute l'équipe de France Maghreb 2, franchement, je vous remercie. Christophe, Philippe, Medjahed, Nabil, vous êtes vraiment au top. Et vous avez été à la hauteur. Et les auditeurs et les auditrices ont répondu. Et de toute la France, comme je le disais tout à l'heure à l'antenne, vers entre 15h et 17h, on nous appelle de toute la France. Tout à l'heure, j'ai eu un appel de Montélimar, un jeune homme qui était au travail et vous écoutez, il a voulu, même s'il avait déjà donné sa zakat al-fitr, il a dit voilà, j'aimerais participer parce que je vous ai entendu à la radio, eh bien j'ai envie de rajouter et d'aider et participer à ce merveilleux projet que d'aider des orphelins qui sont démunis, ils ont perdu leur père, donc plus de revenus, plus aucun. Déjà, la situation est gravissime parce qu'il y a 90% de chômage à Gaza. Et les parents, les papas, ils ont aucun salaire. Il y a minimum 60 000 familles qui n'ont pas de salaire. Et là, c'est encore plus difficile avec ce Covid. Donc voilà. Donc continuez à aider. Votre aide arrive. Et tout à l'heure, on avait Nazi, notre correspondant à Gaza, en direct. Et il nous disait que, les dons de nos compatriotes français et françaises,
eh bien, sont bien arrivés et ceux qui en bénéficient, eh bien, en sont ravis. Voilà, vous entendez encore le téléphone qui sonne. Ouais, il va falloir changer de sonnerie par contre. Il est bidon votre sonnerie. Il va falloir changer de sonnerie de téléphone, hein, il est pas terrible. Ah bon, d'accord, un petit peu. Donc, ça fait, je sais pas, ça fait très film américain des années 80, tu vois. Ah, d'accord, ok. Ah, mais carrément, on se modernise un peu chez Humanitaire, là. Ok, ça marche. Et ben, en tout cas, je vous remercie infiniment. Vraiment, continuez. Voilà, donc Nazi, il nous disait que les dons parviennent et ils font un bien fou à la population parce qu'ils n'ont rien. Ils comptent vraiment sur l'aide internationale et sur l'aide d'humanitaire parce que voilà, on a un impact et on a une entrée, un impact sur Gaza extraordinaire depuis des années. Donc ça dure depuis 30 ans, mais on ne s'arrêtera pas de sitôt malgré toutes les difficultés. On a beaucoup d'obstacles, mais comme je disais aussi auparavant sur votre antenne, si un chemin est bouché, eh bien on prendra le deuxième. C'est ça le travail humanitaire et on continuera bien entendu avec la force des auditeurs et des auditrices, des donateurs et des donatrices. Merci infiniment et Ramadan Mubarak. Abdel Karim, ça sera avec toi tout à l'heure pour conclure. Tout à l'heure, Inch'Allah, pour conclure à 19h30. Bon, eh bien d'ici là, n'oubliez pas de continuer parce que c'est important de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a plein de choses qu'on n'arrête pas en si bon chemin, n'est-ce pas, mon Philippe? Vous nous appelez au 01 48 48 85 85. Suivez-moi, on comprend ce qu'on veut dire. 01 48 48 85 85 et également le site internet www.h- terre comme la terre.org. N'hésitez pas, on compte sur vous, mes amis. Il reste très peu de temps. Vous savez que c'est dans à peu près 1 heure qu'on saura si, enfin, le faux suspense, entre guillemets, si la Eid sera dimanche ou demain. Ça sera dimanche, ne vous inquiétez pas. Eh bien, confirmé définitivement par le CFCM qui vont se réunir en visioconférence. Je vous donne l'information. Ils ne vont pas aller physiquement à la mosquée de Paris. Ils seront chacun chez eux et ils vont se réunir en visioconférence d'ici une petite demi-heure pour décider et annoncer officiellement la Eid Fitr ce dimanche. Merci beaucoup Abdelkarim, à tout à l'heure. Alors, Emmanuel Dupuis, sur ce que disait Farid il y a quelques instants. Moi, je vous trouve quand même, en vous écoutant, messieurs, je vous trouve extrêmement, comment dirais-je, vous avez pas beaucoup d'inquiétude par rapport à ces États-Unis, qui pourtant suscitent beaucoup d'inquiétude. Une crise économique qui est rampante, une situation des plus catastrophiques au vu de ce qui s'est passé de la gestion du Covid-19 aussi aux États-Unis, et pratiquement le chiffre atteint par Donald Trump qui avait dit, on s'en souvient, 100 000 morts, on aura bien travaillé, on y approche à grands pas. On voit un Trump qui n'a pas l'air de saisir l'importance de la chose, un Trump qui continue de se moquer de son homologue chinois, jusqu'à quand, jusqu'où, on verra, et des présidentielles qui arrivent à grands pas. Moi, je suis un peu plus inquiet pour les États-Unis que vous, messieurs. Je vous trouve très optimiste, Emmanuel Dupuis. Oui, alors avant de répondre à votre question, je voudrais prolonger le propos de mon collègue et ami Farid sur la Chine. Je crois que la surprise de ce coronavirus, c'est que finalement une confrontation que l'on estimait inévitable, tout le monde l'estimait inévitable, du côté américain comme du côté chinois, d'ailleurs certains l'appelaient de leur vœu, est arrivée beaucoup plus rapidement que prévu. Farid a raison de rappeler qu'en 2049, on fêtera le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Mais en 2021, on fêtera le 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Et on a peut-être le sentiment que Xi Jinping est allé un petit peu trop vite en besogne en estimant qu'il fallait rentrer en confrontation en profitant d'une certaine façon de cette crise, comme je le disais, première entrée, première sortie, 70% et bientôt 80% à la fin de la semaine, enfin à la fin du week-end, de la production chinoise est repartie. Donc cette confrontation, cette parité stratégique que la Chine espère, donc sous forme de rattrapage, est inévitable. C'est ce qu'on appelle d'une certaine façon le piège de Thucydide, en comparant ce qui s'est passé il y a 2500 ans. Donc pour rappel, une vieille démocratie qui s'appuyait sur la force de ses citoyens, Athènes, a été balayée par une puissance spartiate, donc militaire, qui l'a en quelques décennies balayé et a remplacé son leadership une puissance établie sur des règles, sur le principe de la démocratie au sens littéral du terme. L'Athéna grecque a été balayée par cette puissance militaire. On a un petit peu l'impression que c'est en train de se rejouer 2500 ans après entre la Chine et les États-Unis.
Néanmoins, il faut savoir raison garder. Le PIB américain reste loin devant le PIB chinois. Le PIB américain avoisine les 18 000 ou 19 000 milliards de dollars, 18 trillions ou 19 trillions de dollars. Le PIB chinois atteint à peine, c'est déjà important, 13 trillions de dollars. Donc on voit qu'il y a une volonté de la part de la Chine de rattraper l'avancée américaine. On pourrait aussi comparer les budgets de défense, car c'est sans doute là qu'il y a beaucoup d'interrogations. Les États-Unis dépensent 60%, représentent 60% des dépenses militaires dans le monde, avec un budget qui avoisine les 720 milliards de dollars, alors que le budget de défense chinois, alors que l'on critique ce militarisme chinois, est bien inférieur, il ne dépassant pas les 250 milliards de dollars. Donc, on y a beaucoup de mythologie, d'une certaine façon, à une Chine qui serait prête à rentrer en confrontation directe, militairement parlant, avec les États-Unis. Il y a beaucoup de débats actuellement à Pékin, où l'opposition interne, qui reste peu comprise en Occident, mais qui est une réalité, interroge beaucoup sur les choix stratégiques du président Xi Jinping, avec une autre réalité, c'est que la Chine est un continent à lui tout seul, avec 1,3 milliard d'habitants, avec une population de plus en plus vieillissante, et donc d'une certaine façon, le moteur chinois, celui qui a pu être très accéléré et en croissance permanente depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est en train un peu de ralentir. Et de ce point de vue-là, c'est la raison qui expliquerait l'accélération de la part de la Chine. Je suis assez d'accord avec ce que disait Farid, et pour compléter votre interrogation, la Chine est en carence de partenaires. Elle a des adversaires, et notamment les adversaires qui lui sont le plus proches, les adversaires territoriaux. La Russie n'est pas un partenaire de la Chine. La Russie craint avant tout la Chine. Et je pense que la Russie est en train de jouer un jeu de billard à trois bandes, où elle attend de voir comment cette contraction du jeu international, on a coutume de dire qu'une nouvelle guerre froide s'est installée non plus entre l'Union soviétique et les États-Unis, mais entre les États-Unis et la Chine, et la Russie, n'étant pas un partenaire des États-Unis, mais n'étant pas forcément non plus un partenaire si évident que cela vis-à-vis de la Chine, regarde qui va gagner pour effectivement faire son offre. Alors, la vraie question, c'est comment les pays entre les deux vont se positionner. La question mérite d'être posée en Europe, mais elle mérite d'être posée aussi avec tous les partenaires économiques que constitue, en l'occurrence, l'ensemble des États de cette planète, puisque la Chine a eu cette formidable intelligence pragmatique de réinventer une route qui se voulait vertueuse, des routes de la soie, en une forme d'hégémonisme géopolitique et géoéconomique. Pour rappel, les routes de la soie, dont l'objectif est qu'ils soient pleinement finalisés en 2049, pourraient être accélérés au profit du coronavirus, puisque beaucoup d'États vont avoir besoin de liquidités. Et de ce point de vue, encore une fois, la Chine en a à revendre, si j'ose dire, puisqu'il faut aussi le préciser, la Chine est largement dépendante, l'économie chinoise est largement dépendante de l'économie américaine et vice-versa, puisqu'une bonne partie des bons du Trésor qui garantissent la capacité de production monétaire américaine dépend des 400 milliards de dollars que la Chine a investis dans l'économie américaine, et singulièrement vis-à-vis de ce bon du Trésor. D'une phrase pour ne pas être trop long, je ne crois pas que la confrontation aille plus loin que les mots qui ont été utilisés par le président américain. Et le président américain sait très bien, et nous sommes aussi dans cette logique, que son économie est largement dépendante de l'économie chinoise. Je ne crois pas que la confrontation soit venue à une confrontation militaire, mais je crains évidemment qu'il y ait de part et d'autre des gens qui veuillent utiliser l'épouvantail que constitue l'autre. C'est vrai de la part des États-Unis vis-à-vis de la Chine, mais c'est aussi vrai de la part de certains responsables politiques chinois vis-à-vis des États-Unis. Alors, messieurs, il va falloir être un tout petit peu plus rapide, s'il vous plaît, parce que c'est important. Le temps passe très vite. Trop long. Très intéressant. Non, pas vous, pas que vous. Farid aussi. Hein, donc, il faut raccourcir un peu vos interventions. C'est très important. Quitte à créer aussi de l'échange, c'est important aussi. Voilà, de l'interaction. N'hésitez pas à le faire aussi sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. J'ai encore quelques questions à vous poser et pas beaucoup de temps. La crise sanitaire mondiale dont on parle depuis tout à l'heure a-t-elle réellement redistribué, Farid, les positions géopolitiques? Si oui, comment? La géopolitique, je ne sais pas, elle n'a pas complètement repositionné. Alors, il y a la fameuse interrogation des structures internationales de type l'OMS qui ont un peu, enfin, on le verra dans les mois qui viennent, qui ont globalement failli dans cette pré-crise et clairement dans la gestion de la crise. Ensuite,
sur les impacts géopolitiques, non, ils n'ont pas tellement évolué que ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre en géopolitique et en relations internationales, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus long à bouger en réalité. On a vu quoi? Il faut quand même rajouter quelques éléments. On a vu une diplomatie, peut-être des masques de la Chine, de la Turquie. J'ai constaté, et Emmanuel pourra peut-être confirmer, que dans les pays africains, qui ont été beaucoup moins impactés que l'Europe occidentale, qu'il y a eu quand même une prise en charge, une volonté de prise en charge personnelle. Je pense notamment à Madagascar, qui a fait un travail extraordinaire, qui a réussi à même exporter un remède potentiel contre ce virus-là. Donc il y a potentiellement ce type de diplomatie, mais après, il faut quand même raison garder, c'est qu'à l'échelle de la planète, les enjeux et l'impact géopolitique, ils restent malgré tout limités. Ça, c'est une évidence. Et Emmanuel l'a parfaitement rappelé. C'est malheureux, c'est peut-être même injuste, mais la géoéconomie, c'est d'abord de l'économie. Hein. C'est qu'est-ce que vous pesez sur la planète, en termes de PIB, en termes de force, de puissance. Et même s'il y a des éléments positifs ici ou là, la réalité, c'est que les États-Unis et la Chine, et je ne parle même pas de l'Europe, parce que du coup, l'Europe est un sujet à part entière, à mon avis, pour nous Français, mais également pour son avenir en elle-même. La réalité, c'est que ça se joue essentiellement sur ces deux acteurs-là. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Emmanuel, en une minute, pour répondre à cette question, sur la redistribution des positions géopolitiques. Bah écoutez, moi je paraphraserai volontiers un auteur que j'aime bien, qui est un grand stratège, ou qui a été un grand stratège il y a de cela 200 ans, c'est Clausewitz, qui disait que finalement la guerre n'est pas autre chose que la continuité de la diplomatie, mais par d'autres moyens. Et je pense que l'on peut s'approprier cette formulation vis-à-vis de la pandémie. La pandémie, comme je le disais, n'est qu'un accélérateur. Il n'y a pas de grands changements. Tout ce qui était écrit avant la crise se réalise. Il se réalise peut-être plus vite, mais il doit nous obliger à nous rendre compte aussi de manière plus rapide de la situation dans laquelle nous vivons. Je suis assez d'accord avec cette idée qu'il y aura des victimes collatérales. L'Europe est évidemment la première de ces victimes, à force de ne pas déterminer où nous nous situons, à force de ne pas savoir avec qui nous voulons travailler. Alors, je le dis en deux phrases très simples. Est-ce que nous sommes encore des alliés honnêtes et de manière complémentaire et pas unilatérale vis-à-vis des États-Unis? Les décisions qu'a prises le président américain en sanctionnant d'emblée, sans en informer les principaux interlocuteurs que nous sommes, c'est-à-dire les pays de la zone Schengen, que nous ne pourrions plus rentrer dans le territoire américain, me fait dire que cette solidarité est peut-être affaiblie. La décision hier que le président américain a décidé de prendre, de sortir d'un traité qui garantissait la sécurité de l'Europe, est un autre élément qui me fait dire, je continuerai après la pub. Oui, absolument, parce que c'est la pub et on ne dérange pas la pub, vous savez comment ça se passe. Dans un instant, on s'intéresse, et pour finir, au continent africain, tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Eh oui, les impératifs. Pub. Eh oui. On est trop long, le tunnel. Eh oui, vous êtes trop long, messieurs. Voilà. Parce que vous êtes des passionnés. Vous avez l'habitude, vous, de vous exprimer devant du public qui viennent vous écouter sur des sujets qui vous intéressent, etc. Mais la radio, il faut aller vite, messieurs. Il faut que ça punch un peu. Voilà. Ouais, ça. Bon. Ah oui. Hein, qui joue bien de la raquette, pourtant, Farid. Ouais, bon. Complètement. Ah oui. Bon. Philippe, qu'est-ce que ça donne au niveau de nos spectateurs qui nous suivent sur Facebook en direct, sur France Maghreb 2, sur Christophe le Grand Forum? Que disent-ils? Quelle est un petit peu la tendance de cette émission géopolitique avec Emmanuel Dupuis et Farid Tabsamani? Alors, on a Abdelwaled qui te dit Monsieur Christophe, pourquoi vous inquiétez pour les Américains? Eux, ils n'ont rien à faire de nous, sûrement présentement. Je souhaite qu'ils perdent leur arrogance. Moi, je m'inquiète pour le monde arabe qui ne veut pas comprendre. Il y a Ilem, elle parle du nouvel ordre mondial, la Chine. Je m'inquiète absolument pas pour les Américains, hein, qu'ils se rassurent. Et ils ont une place stratégique et comme beaucoup de choses se négocient en dollars, on est un petit peu dépendant voilà, un claquement de cils à New York nous fait une tempête à Paris et lorsqu'on voit la construction européenne, le but
qu'elle avait à la base d'être une Europe forte, une Europe unie et forte, et qu'elle est complètement divisée. Et on a vu avec cette histoire de Brexit, on voit lorsque la Pologne fait des commandes d'avions militaires, elle les passe aux États-Unis au lieu de les commander aux compagnies et aux grandes entreprises européennes. Je pense à Recruiter, je pense à Dassault et consorts, mais bien évidemment, il n'y a pas que l'armement, il y a aussi tout le reste. Et surtout, moi, ce qui me surprend, et je voudrais bien connaître l'avis d'Emmanuel et Farid là-dessus, comment les États-Unis, sur un claquement de doigts, peuvent dire, nous, on va augmenter les taxes sur tel et tel produit, et qu'en Europe, on n'est pas content. On a le président de la Commission européenne qui dit, je suis pas content, mais il n'y a pas de représailles. Est-ce qu'on peut, nous aussi, avoir cette force et ce poids, dire maintenant on va taxer tous les produits américains et on va rigoler à la fin? C'est possible, Emmanuel? Alors oui, c'est en tout cas souhaitable, mais c'est difficile. Premièrement parce que l'ensemble de ce que nous importons et que nous exportons, nous le faisons en dollars. Donc évidemment, partant de ce principe, c'est un petit peu difficile de lutter avec des armes qui ne sont pas les nôtres. Ensuite, c'est le rapport du demandeur et du donneur. Nous exportons bien davantage que les Américains importent nos productions. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un hiatus qui s'est créé et nous sommes là aussi dépendants d'un marché qui est beaucoup plus important que le marché européen, puisque la plupart des biens que nous consommons ne viennent pas forcément du continent européen, mais viennent beaucoup du continent chinois et beaucoup aussi également du continent américain. Après, il y a un autre élément qui est un élément d'ordre plus stratégique. Est-ce que nous le voulons? C'est ça la vraie question. Bien sûr que tout le monde souhaite être beaucoup plus autonome. Le président Emmanuel Macron ne fait que le répéter dans tous ses interviews et dans tous ses discours. Il parle d'indépendance, il parle d'autonomie, il parle même d'un saut quantique qui ferait que l'Europe se découvre enfin pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une vraie puissance. Mais est-il parfaitement en phase avec l'ensemble des 26 partenaires que constitue l'Union européenne? Je ne suis pas certain. Quand vous posez cette question à des pays qui dépendent très largement des commandes en matière d'armement, en matière d'automobile ou en matière aéronautique, et je pense notamment aux pays d'Europe centrale ou à la Pologne. Prenons le cas de la Pologne, qui est un pays qui numériquement pèse et économiquement également. Je ne suis pas certain qu'ils aient cette volonté de se départir de cette ultra-dépendance américaine. Et donc, de ce point de vue, la vraie question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une sorte de différence entre le discours et la réalité? L'Europe ne pourra exister que si l'euro devient une monnaie de référence de ce que nous exportons, de notre intelligence, de notre base industrielle, technologique, et non pas le dollar, que l'Europe comprenne enfin qu'il faut qu'elle se réapproprie son indépendance en matière de production énergétique et ne pas être dépendant pour Gazprom pour 45% de l'énergie qu'elle consomme, ou tout simplement que l'Europe comprenne qu'il faut rapatrier littéralement des pans entiers de notre souveraineté. Nous n'avons pas plus la maîtrise de la production de nos médicaments. Nous avons dû acheter par étagère. 60% des médicaments dont nous avions besoin pour cette crise étaient produits en Chine. Donc il faut qu'on réfléchisse un peu à la manière dont nous devons nous repenser. Et de ce point de vue et d'une phrase, l'Afrique est déterminante. L'Afrique, la Méditerranée, le Proche et le Moyen-Orient sont déterminants. Moi, je crois beaucoup à la notion d'une Europe élargie qui comprendrait que son voisinage, qui vivent à peu près les mêmes réalités économiques dans un espace économique intégré et la réponse à ce combat de mastodonte qui se joue entre les États-Unis à l'ouest et la Chine à l'est. C'est très intéressant, les amis. On est avec Emmanuel Dupuis, avec Farid Tabsamani sur France Maghreb 2 dans le grand forum pour cette dernière du Ramadan. On a mis une barre très haute pour parler géopolitique. Et on va, pour les quelques minutes qui nous restent, 3 à 4 pour avant de passer avec Besma Magrebi dans un instant à vos conseils juridiques. Vous allez pouvoir l'appeler, bien sûr, au 01 46 36 19 05. Et on va parler aussi de cette cagnotte concernant les Corans en braille. On va s'intéresser dans un instant à l'Afrique. On en est où au niveau de la pub, mon Philippe? Pas encore? Toujours pas le top. Bon, très bien. On attend évidemment le retour à l'antenne, à la radio, sur France Maghreb 2 avec Farid Tabsamani, qui est là comme tous les vendredis. Le vendredi, c'est Tabsamani. Voilà. Et accompagné aujourd'hui de Emmanuel Dupuis, qui est donc un consultant, comme vous pouvez vous en rendre compte, dans le domaine de la défense, de la sécurité, des armes.
Vous êtes également président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, l'IPSE, et vous êtes également chargé des relations internationales dans votre parti, les centristes. Allô, Christophe? Oui, Farid. Moi, j'avais une question à poser à Emmanuel. Je suis complètement d'accord avec sa perspective, notamment sur l'Europe. On sait que l'Europe, en fait, s'est construite, en tout cas dans la mythologie essentielle, qui est l'axe Paris-Berlin, Paris-Francfort, enfin Paris-Berlin et France-Allemagne, parce que les 2 guerres mondiales qui ont coûté très cher, vie humaine, etc. Désolé, Farid. Pardon, Farid. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Direct sur France Maghreb 2 avec Farid Tabsamani, Emmanuel Dupuis, et Farid Tabsamani qui a une question à poser à Emmanuel Dupuis. Oui, avant que nous parlions dans un instant de l'Afrique. Finalement, c'est peut-être elle qui s'en est mieux sortie. Oui, moi j'avais une question parce qu'on parlait tout à l'heure de l'Europe et notamment du conflit, en tout cas intellectuel, qui va se produire, notamment sur la dépendance aux États-Unis, particulièrement. Moi, j'ai envie de me dire pourquoi aujourd'hui l'Europe ne fonctionne pas. C'est parce qu'on le voit très bien que. Oui, Farid. Ah, voilà. Oui, tu m'entends? Ouais, Farid, on t'avait perdu là à l'instant. Ah, pardon. Juste très court pour Emmanuel, une question pour Emmanuel. En fait, on sait que l'Europe s'est construite essentiellement sur un axe France-Allemagne, historiquement. Et qu'aujourd'hui encore, on voit très bien qu'Emmanuel Macron continue dans cette logique-là lorsqu'il décide d'un plan de 500 milliards pour l'économie. On sait très bien que les pays du Nord, notamment le Danemark, la Suède, pour ne pas les citer, sont complètement contre. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'est pas assez humiliant à chaque fois pour les autres partenaires de l'Europe, c'est-à-dire les 26 autres, ou plutôt les 25 autres, d'être à chaque fois à la remorque de cet axe-là, Allemagne, France? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps, justement, de construire une Europe beaucoup plus globale et pas uniquement sur ces 2 pays-là? Réponse rapide, Emmanuel, parce qu'on est vraiment très en retard. Alors, très rapidement, mais je crois que Farid pose une excellente question. Alors, le rapprochement entre la France et l'Allemagne, qui historiquement que tout le monde appelle de nos voeux. Souvenons-nous Konrad Adenauer et le général de Gaulle, ou le chancelier Schröder et le président Mitterrand, puis le président Chirac, est tout à fait récent. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait une césure. Je vois moins une césure entre la France, l'Allemagne et les 25 autres. Je vois plus une césure entre le Nord et le Sud, entre ce qu'on appelle les fourmis, celles qui pratiquent une rigueur budgétaire et qui en sont particulièrement fières et entendent la conserver, et ce qu'on appelle l'Europe du Sud, malheureusement, est caricaturé, si j'ose dire, à travers ce concept des cigales, c'est-à-dire celles qui consomment sans forcément respecter la discipline budgétaire. Je crois que la césure, elle n'a jamais cessé d'exister. La crise financière de 2008 a montré que le manque de solidarité des pays du Nord vis-à-vis du Portugal ou vis-à-vis de la Grèce, souvenez-vous la manière dont on présentait les pays du Sud, pigs, cochons en anglais, Portugal, Italie, Grèce avec un petit S. Je crois que ça n'a pas beaucoup changé. L'Italie est rentrée dans une forme de récession diplomatique vis-à-vis de l'Europe, parce que l'Europe n'a pas montré la nécessaire empathie, la solidarité. Elle peut en sortir de l'Europe, l'Italie? Elle peut en sortir? Alors disons, si on regarde les derniers sondages qui sont assez inquiétants, 60% des Italiens estiment que l'Europe ne rapporte rien à l'économie et à la vie quotidienne des Italiens. Donc, s'il y avait un vote aujourd'hui, la question, évidemment, pourrait être posée. Sauf qu'il n'y a pas de vote et que cette question ne sera pas posée car le président Giuseppe Conte a besoin aussi de s'appuyer sur ce fonds de solidarité. Parmi les 500 milliards d'euros qui ont été proposés, près de 40 milliards sont destinés aux régions qui ont le plus souffert, notamment les régions du nord de l'Italie. Emmanuel et Farid, pour finir et pour être très rapide, s'il vous plaît, parce qu'il y a nos invités qui nous attendent derrière. L'Afrique serait-elle finalement la moins perdante dans cette crise du Covid-19, de cette crise sanitaire mondiale? Farid, l'Afrique, elle s'en sort mieux, non? Elles s'en sort mieux, c'est une évidence d'un point de vue purement sanitaire. On attendait tous des vagues de décès hallucinantes en Afrique. Il n'en a pas eu lieu pour différentes raisons, et je pense que les scientifiques nous donneront les véritables raisons dans les mois qui viennent. Maintenant, moi, je suis un peu moins... Alors, je suis optimiste dans le sens où je pense que c'est l'occasion pour l'Afrique et pour un certain nombre de pays africains de saisir justement cette crise économique mondiale pour repartir, en tout cas pour partir avec une autre visibilité. Mais
il faut être quand même honnête. La crise va être tellement violente, et notamment pour les pays africains. Donc, je suis partagé, en tout cas, pour l'instant. D'accord, pour l'instant, elles sont les mieux sorties, mais le pire reste à venir, si j'ai bien compris, Farid. Pas d'un point de vue sanitaire, je parle là d'un point de vue non, mais j'ai bien compris. Économique. Emmanuel, vous partagez. Je partage tout à fait ce point de vue. Alors, une des raisons pour laquelle, bon, il est un petit peu trop tôt pour savoir si c'est la seule raison, mais une des raisons pour laquelle l'Afrique semble un peu épargnée, c'est tout simplement sa pyramide des âges. 95% de la population africaine a moins de 65 ans. 70% de la population a moins de 30 ans. Et on sait maintenant, ou en tout cas c'est de plus en plus étayé, que les comorbidités, comme on dit, donc c'est-à-dire les personnes qui sont atteintes de plusieurs maladies, sont des facteurs évidemment aggravants, mais que la relative jeunesse de ce continent est peut-être le meilleur geste barrière pour faire face au coronavirus. Le deuxième élément, très rapidement, c'est que l'Afrique a particulièrement bien regardé ce que faisaient les autres pays, et elle n'a pas hésité à confiner, à fermer les frontières, à tracer les personnes à risque et à pratiquer tout simplement ce que nous avons mis beaucoup plus de temps à prendre en compte, c'est-à-dire le port systématique du masque, la distanciation sociale, et tout simplement un regard très très affiné sur la manière dont le virus évoluait. Le Maroc, d'une phrase, le Maroc qui a eu ses premiers cas en mars a choisi de déconfiner, mais elle a pris cette décision courageuse de reconfiner. Donc je pars du principe que le continent africain a montré peut-être davantage également de solidarité entre les pays africains. Les premiers à s'être mobilisés sont les pays qui ont appelé à une annulation de la dette. Et évidemment, ce ne sont que ensuite que les pays occidentaux ont dit qu'évidemment, il fallait, à défaut d'une annulation, un moratoire sur cette dette. Mille merci à tous les deux, Farid et Emmanuel, parce que vous avez régalé par votre savoir. J'espère que, en tout cas, nos auditeurs et auditrices ont su en prendre le meilleur. Restez avec nous, parce qu'on va parler de tout à fait autre chose. C'est ce qui fait la diversité de cette émission, qui s'appelle le Grand Forum. Je vais accueillir Maître Maghrebi, qui est avec nous. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, tout le monde. Salut, Maître. Comment ça va? Ça va. Bon, je demande aux auditeurs s'ils le souhaitent de poser leurs questions pour les quelques minutes qui nous restent. 01 46 36 19 05 s'ils veulent poser les questions. N'hésitez pas à le faire. On va parler de cette superbe cagnotte, ma chère Besma, dans un instant. Mais pour l'heure, c'est aujourd'hui, en ce vendredi 22 mai, dernier vendredi du Ramadan, la journée mondiale de Al-Quds. Voici la chronique. Écoutez la chronique de Samia Chiki, chroniqueuse du LGF, qui nous a réservé cette chronique pour ce sujet bien précisément. Samia Chiki, pour le LGF. Al-Quds, force de ta lumière, tu as été un temps appelé Orsalam et Ilia par les peuples qui t'ont vu naître et grandir. Toujours convoité, tu es tant admiré. Nabucodonosor, en passant par Alexandre le Grand, puis par le prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, le calife Omar radiyallahu anhu et le sultan Salim. Toi, Jérusalem, 3 fois sainte, tu es éprouvé, tu es tiraillé, car on tente depuis des décennies de te spolier à un peuple qui t'a vu grandir. Oui, Al-Quds, palestinienne, tu es aussi. Les traces de ton histoire ne peuvent être effacées. Tu es soumise à tant de contrariétés, et aujourd'hui on tente de nouveau de t'accaparer et de te briser. Al-Quds, tu restes malgré ta souffrance, illuminé par cette lumière divine. Tu es l'espoir de tout un peuple, peut-être bien même de toute l'humanité. Al-Quds, ville de lumière, ville de prière. Tu es dans nos cœurs loin des rancœurs. Al-Quds, ville de paix et d'espoir. Nous ne laisserons jamais effacer ton histoire. Al-Quds, pour beaucoup tu es loin de nos yeux, mais l'amour que nous avons pour ta terre ne nous fera pas taire. Al-Quds, aujourd'hui est ton jour, mais il ne sera pas le seul. Spolié et opprimé, Al-Quds, pour ta liberté, nous resterons mobilisés. Magnifique. Merci beaucoup, Samia Chiki, pour cette journée de Al-Quds qui correspond au dernier vendredi du Ramadan. Bon, Maître Maghrebi, ici présente, avocate au barreau de Paris, bien sûr. Et ça rigole pas quand Maître Maghrebi, Emmanuel Dupuis, plaide. Je peux vous assurer que voilà, ça y va franchement. En même temps, c'est son métier, hein, tout va bien. Vous nous appelez pour vos questions d'ordre juridique 01 46 36 19 05. Un petit mot sur la cagnotte que vous avez lancée, ma chère Besma Maghrebi, avec un peu de retard cette année. Mais alors, j'ai envie de dire pas grave,
parce que on a non seulement atteint l'objectif, mais on a été largement au-delà de nos attentes. Alors oui, absolument. Donc elle a été lancée avec 2 semaines de retard et je ne pensais vraiment pas qu'on atteindrait l'objectif. On avait fixé un objectif de 17 000 euros parce que l'année dernière on avait eu 16 200 à peu près et finalement on vient de dépasser les 24 000 euros. Donc waouh, c'est juste waouh. Extraordinaire. Ouais. C'est vraiment je m'y attendais pas et c'est beau en fait de se rendre compte que tout le monde est capable de se mobiliser, d'être solidaire et d'aller dans le même sens pour défendre quelque chose de magnifique, quoi, d'aider les personnes non-voyantes à pouvoir avoir accès à un Coran. Bon après 24 000 euros à côté de tout ce qu'il y a à faire, c'est pas assez, mais on a largement dépassé l'objectif. Alors, je ne sais pas si notre invité est arrivé, Khalil, de l'Institut Éclantine, donc qui est en charge de ce projet, en fait, de réaliser les Corans en braille. Khalil, bonsoir. Bonsoir Christophe. Désolé, j'ai eu quelques peines à ouvrir le. Désolé, pardonne-moi. Bon, tout va bien, Khalil. Alors, 24 000 euros pour cette cagnotte cette année. Je pense que les objectifs sont largement remplis, Khalil. Alhamdoulilah, effectivement, c'est une cagnotte qui a très bien marché. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on a quand même un certain nombre de personnes qui sont en attente. Nous, on a essayé de fixer de façon méthodique un certain montant pour essayer d'avancer sur la liste des demandes en attente. Il en reste quand même tout de même 2000. Nous, on veut en traiter à peu près un quart cette année. Mais bon, il en reste derrière, c'est ce qu'on se dit. On est satisfait pour cette année, mais le challenge reste encore grand. Très bien. Alors, rappelons comment ça se passe, cher Khalid. Combien concrètement il faut aujourd'hui d'argent pour réaliser un Coran en braille pour quelqu'un qui lit le braille, effectivement, que ce soit d'ailleurs en français, mais aussi en arabe, je crois. Oui, alors, un Coran pour être réalisé, nous, ça nous coûte aux alentours de 200 euros à la production. Donc, il est en 7 volumes. Et donc, on propose les deux, bien sûr. On propose une version française et une version en arabe, de sorte à adapter à toutes les demandes. On a vraiment des demandes sur les 5 continents, vraiment. Ouais, beaucoup de demandes, effectivement. Alors, combien ça coûte, Khalil, en tout, là, aujourd'hui, un Coran en braille? On est aux alentours de 200 euros pour la production d'un Coran. D'accord, 200 euros. Donc, vous avez compris, 24 000 euros, on peut en offrir. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce que par rapport à l'offre et à la demande, on en est où? Est-ce qu'on tend vers un équilibre ou pas? On a réussi un petit peu à traiter les premières demandes des premières années. Alhamdoulilah, on a dû, je pense, distribuer à peu près 2000 masahif peut-être sur les 10 dernières années. Mais il en reste, là, il y a quand même encore 2000 demandes. Donc, il y a un effort. En fait, c'est à double tranchant parce que d'un côté, on est content d'être un peu plus visible. Mais de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est que il y a de plus en plus de bénéficiaires qui s'accumulent sur notre liste d'attente. Bon, eh bien, écoutez, on peut encore faire mieux, hein, si j'ai bien compris. On peut faire mieux même. Donc, n'hésitez pas. Vous allez pour se faire sur la cagnotte CotisUp, qui restera active jusqu'à quand, Maître Maghrebi? Là, normalement, elle est active jusqu'à la fin du Ramadan, vu que c'est le challenge Ramadan 2020. Donc, le jour de l'Aïd, ça se termine. Mais par contre, toutes les personnes qui veulent continuer à aider cette association et à aider donc les personnes non-voyantes à avoir accès à un Coran en braille, elles peuvent aller directement sur le site de l'Institut Paris-Églantine, qui est très bien fait. Ils peuvent même aller sur la page Facebook où il y a possibilité de pouvoir faire des dons tout au long de l'année. Et comme l'a rappelé Khalil, il y a plus de 2000 personnes qui sont encore en attente. Donc là, voilà, les dons, on en a besoin. Vraiment, faut continuer. Même, et on compte sur vous. La générosité des auditeurs de France Maghreb 2 n'est plus approuvée. Qui plus est, nous sommes en fin de Ramadan. L'Aïd, c'est dimanche, donc il vous restera un jour supplémentaire pour le faire demain. Enfin, l'Aïd sera confirmé dans quelques minutes, hein, mais bon, je vous rappelle comment ça se passe en France. On nous prend pour des pigeons depuis des années. À savoir que les gens se réunissent pour espérer et nous faire croire qu'ils vont regarder la Lune alors qu'il n'en est rien. Cela a été confirmé d'ailleurs par le président du CFCM à ce même micro cette semaine. Donc ils se réunissent en visioconférence là dans quelques minutes, dans un petit quart d'heure,
et ils vont décider, regarder en fait, scruter les annonces des différents pays, et puis en fonction des pays, de la majorité, on va dire, ils vont se positionner, ce qui fait qu'il n'y a pas de règle en France. On n'a pas, sur ce sujet-là aussi, on n'a pas de personnalité, c'est bien dommage. Bon, pour le coup, dimanche étant la pour les calculs astronomiques, tout le monde est content et ravi. Alors, et qui plus est, vous n'allez pas être mécontent, Pespa et Khalil, parce que ça va laisser une journée supplémentaire pour permettre d'effectuer des dons, bien sûr, sur la cagnotte Cotise-Up, un Coran en braille. Oui, et juste une petite précision, parce qu'il y a des personnes qui posent des questions. Pour répondre à Nadia, c'est vrai que Christophe avait dit qu'il allait nous en montrer un Coran, mais par contre, vous pouvez aller sur le site de l'Institut Paris-Églantine. Il y a même sur la page Facebook, il y a des vidéos où on voit très bien comment sont les Corans en braille. C'est assez impressionnant d'ailleurs, donc je vous invite vraiment à aller sur le site internet de l'Institut Paris-Églantine. Et pour répondre aussi à Samia qui demande si elle peut faire un don en anonyme, oui, c'est possible. Vous pouvez demander à ce que votre identité soit cachée, donc vous pouvez très bien faire un don en anonyme sans aucun problème. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer parce que c'est vrai que j'avais promis en même temps. Elle a raison, Nadia. Je vais essayer de vous montrer un Coran en braille, voir ce que ça donne. Enfin, un volume ou un exemplaire parce qu'il y en a beaucoup en fait. Il y en a 7. Voilà, 7. Alors, regardez. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Attends, c'est écrit quoi dessus? C'est le volume 1 en fait, du Saint-Coran. Que j'ai entre les mains. Il est en braille et c'est donc. Alors ouvre-le en fait, Christophe, pour que les gens puissent. En fait, parce que ce qui est impressionnant, c'est à l'intérieur surtout. Alors attendez, comment je fais? Comme ça? C'est parce que les personnes ne sont pas habituées au braille, donc c'est vraiment pour leur montrer comment les pages blanches en fait. Regardez, voilà. Ah ouais. Voilà. Ouais. Donc pour nous, c'est assez impressionnant parce que quand on connaît pas le braille, on est assez interpellé. C'est assez c'est des pages blanches avec des trous. Voilà, c'est des pages blanches avec des trous. Chacun son moyen de lecture. Hein, écoutez, et merci pour ceux qui le font et merci pour ceux qui l'offrent aussi. Voilà. Donc je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Parce qu'il faut bien insister sur ça. Enfin, Khalil le fera mieux que moi, mais c'est vrai que grâce aux dons, il les donne gratuitement aux personnes qui sont sur liste d'attente. Il les donne gratuitement. Il demande pas, et ça pour en avoir été témoin, je peux te dire qu'il demande même pas 5 €. Nadia pose une excellente question technique. Pourquoi c'est blanc? Parce que les pages sont blanches en règle générale, les feuilles sont blanches, et que quand on veut acheter des feuilles de couleur, ça coûte plus cher. Enfin, je pense, après Khalil, tu sauras peut-être mieux que moi. Donc il faut donner plus alors. Ouais, en fait, c'est que, après, pour l'aveugle, il s'en fout que ce soit blanc, rouge, noir. Oui, bien sûr. Logiquement, les personnes déficientes visuelles, elles s'en moquent un peu, mais l'idée, c'est que sur le marché de la papeterie, vous trouverez principalement des fournisseurs qui les donnent en blanc. Il peut exister en marron, ça existe également. C'est super. Je voudrais juste, excusez-moi, parce que moi j'ai vu votre page, le verbe être, c'est accord en genre et en nombre. Alors vous me ferez le plaisir de corriger la coquille que j'ai vue tout à l'heure. Ouais, je sais que c'était une vanne toute pourrie. J'arrête complètement ta vanne. Il est temps que tu partes en vacances, toi, je te le dis. Moi. Mais ouais, mais attends, il est temps que je parte en vacances, mais j'ai demandé à Maître Maghribi de garder son téléphone ouvert. Parce que moi, après, je vais repartir à la recherche de Ah oui, c'est vrai que le mec repart en campagne. Ça veut dire que moi, je suis censée être de perme, là, tu vois, ce soir. Faut que je surveille mon téléphone au cas où il y aurait une gaffe. Hein. C'est un truc de genre, parce que je vais à l'Élysée quand même. Donc, oui, on sait jamais. Baisse pas, fais gaffe, parce que Boyaki pourrait se retrouver en gave. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai pas envie de bosser ce soir. Alors Philippe, évite de te faire attraper. Mais non, mais moi je vais poser la question, où est Stéphane? C'est tout. On va faire notre boulot de journaliste. On va chercher où est Stéphane. Bon, Khalil, on rappelle pourquoi il faut se mobiliser, pourquoi il faut que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent ce soir, les spectateurs, spectatrices, puissent apporter un petit don. Et il n'y a pas de petit don, rappelons-le, hein, parce que c'est grâce à cela qu'on est arrivé à 24 000 € pour cette campagne 2020. Et c'est important de rappeler que ça va permettre à beaucoup de gens, de non-voyants, de personnes déficientes visuelles, de pouvoir lire le Coran comme vous tous, vous qui avez le loisir de le lire tranquillement comme ça chez vous, et ça coûte pas cher, et ben les personnes aveugles pourront aussi le lire, le réciter, en profiter. Voilà. Khalil, pourquoi il faut absolument se mobiliser là? Alors, il faut impérativement que tout le monde se mobilise parce que c'est un droit tout simplement. On a un livre qui est avec nous depuis 1500 ans.
et qui peut être utile à bon nombre d'êtres humains sur Terre. Et malheureusement, les déficients visuels, au nom de ce qu'on pourrait appeler un handicap, eh ben, malheureusement, on n'a pas d'accessibilité à cet ouvrage. Donc, c'est un droit qu'ils ont et duquel tout le monde doit être épris et doit travailler. C'est leur donner l'accessibilité, c'est super important pour qu'ils puissent vivre, notamment pendant le mois du Coran, mais aussi tout au long de l'année, leur vie spirituelle comme tout un chacun. Besma, à toi de jouer, j'ai envie de dire. Rapidement, pourquoi il faut se mobiliser là? Il faut se mobiliser parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui on ait plus de 2000 personnes qui soient obligées d'aller s'inscrire sur une liste d'attente pour avoir accès au Coran. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc on doit les aider, on doit faire en sorte de pouvoir réduire ce nombre. Moi, après voilà, je vous l'ai dit plusieurs fois, moi ça me met en colère, ça me révolte. J'ai lu tout à l'heure que c'était normal qu'on leur donne gratuitement, mais oui, c'est non normal. Est-ce que c'est normal que l'association les donne gratuitement? C'est bien qu'elle les donne gratuitement, mais hélas, c'est la seule. Il y a pas d'autres structures aujourd'hui en France qui permettent de pouvoir avoir accès au Coran en braille. Vous continuez donc à donner. C'est important, cotise up. Voilà. Il faut la donner, il faut les soutenir. Il faut soutenir cette association. Bouge pas, ma Besma. Bouge pas, parce qu'il faut que je donne une petite information avant qu'on rende l'antenne tout de suite. Et dans un instant, Medjahed pour la question qui fait mal à la tête. Et à 19h, Bajrafil qui sera avec nous pour parler islam. Vous parlez mon Philippe, je crois que tu as reçu le visuel du forum des métiers, forum virtuel des métiers et de l'orientation qui se tiendra la semaine prochaine, le week-end prochain, les 30 et 31 mai prochains, en live FB ensemble pour l'instruction. Et sur YouTube, ouvert à tous. Donc, c'est le week-end prochain. Donc, ce forum virtuel des métiers et de l'orientation, donc du 30 au 31 mai prochain. Donc, une initiative qui tient beaucoup et pour cause à Samia Chiki que je salue et j'embrasse. Les amis auditrices, auditeurs de France Maghreb 2, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur France Maghreb 2. Je vous souhaite d'ici là une bonne fin de Ramadan. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés tout au long de ce mois sacré. Et on reste un tout petit peu en live pour terminer tranquillement cette émission. À très bientôt sur France Maghreb 2. Ciao. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Franchement, là, on a passé une superbe émission. Pour une dernière émission, on ne pouvait pas rêver mieux. On avait deux grands experts, Emmanuel Dupuis, qui était avec nous et qui nous a parlé, qui est toujours d'ailleurs avec nous. On parlait de géopolitique et qui a appris que aujourd'hui, grâce aux gens et à la mobilisation, on peut offrir des Corans en braille. Hein, ça, c'est magnifique quand même. Vous les avez vus en direct dans cette émission. Farid Tabsamani, toujours fidèle du vendredi, bien entendu, mon Farid. Philippe Boyaki, à qui je voudrais adresser vraiment une grosse spéciale, une grosse dédicace. Un big remerciement à Philippe Boyaki qui a été de tous les combats, qui a supporté toutes mes humeurs et qui, Dieu sait, elles sont pas faciles, et qui a été vraiment au top durant toute cette période du Ramadan et depuis le début du confinement en tant que tel. Vraiment, on a découvert une nouvelle vocation chez notre ami Philippe Bouriaki. Non seulement il était, avant d'arriver à la radio, était tout simplement convoitait la mairie d'Orly. Et puis maintenant, il ne se contente plus que de la mairie d'Orly. Il est aussi devenu journaliste, reporter, réalisateur, chroniqueur dans le LGF. Il a pris une sacrée place et c'est bien mérité, mon Fifi. Bravo à toi, gros big up à toi, Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir intégré dans l'équipe et de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis, grâce à toute la team du Grand Forum, hein, je tiens vraiment à le dire, toute la team du Grand Forum, nous avoir donné de la force, des conseils, chacun ouvert son portefeuille avec son réseau pour nous permettre d'avoir des invités. Enfin voilà, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je ne suis qu'un maillon de cette belle famille et cette belle chaîne du Grand Forum. Absolument. Alors, Maître Maghrebi, merci aussi d'être passé par le LGF, où je souvent donnais l'antenne très en retard, où souvent on n'a pas pu répondre aux questions, etc. Parce que voilà. Mais Maître Maghrebi va reprendre son indépendance, ce qui ne l'empêchera pas qu'elle revienne régulièrement dans le LGF en tant que chroniqueuse, ma chère Besma. Donc l'émission juridique du dimanche soir ou du dimanche après-midi, enfin je sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il en est. Par les droits. Le dimanche à 15h. Dimanche à 15h, très bien. Donc on prendra lieu et place très prochainement sur France Maghreb 2. Donc je pense le week-end prochain, j'imagine. Normalement, je pense que c'est ce qui est prévu, mais à confirmer. Bon, en tout cas, dans les 2 semaines à venir. Bon, alors, Emmanuel, ça va? Ça t'a plu, Emmanuel?
Attends, Emmanuel revient, il est là. Il est où, Emmanuel? Ça y est. Il est où, Emmanuel? Voilà. Emmanuel. Comment ça va, Emmanuel? Ça t'a plu? Oui, j'étais Ça sorti, c'était très bien. Je suis désolé, j'ai pas pu entendre ce qu'a dit votre collègue Maître Maghrebi parce que j'étais malheureusement déconnecté. Voilà. En tout cas, Très bien. je suis assez admiratif des initiatives citoyennes et je suis encore plus contente quand elles sont couronnées de succès. Donc, je souhaite vraiment un vif succès à cette très belle initiative. Bon, alors, comme j'aime et communément terminer cette émission, vous savez qu'on est en période de Ramadan, messieurs, dames, et que ça se termine bientôt. Quoi, donc si j'ai bien compris, demain, on jeûne encore. Oui, Enfin, oui, on vous jeûne jeûnez encore demain. Oui, Sûr, oui. hein. Ok. Ah oui, sûr, certain. Oui. Et donc, à partir de demain soir, je peux dire bonne fête de l'Aïd. Mais je peux pas le dire demain matin. Non, tu peux pas le dire demain matin. Non, il faut que tu Et attendes. tu peux pas le dire non plus le demain mieux, soir. c'est que le mieux, c'est de t'attendre tu- après la prière de l'Aïd. Exactement. Alors, elle sera virtuelle, mais tu pourras le dire que dimanche après la prière, selon où est-ce que tu es à Orly. Je ne sais pas quand ils vont prier, mais ils vont peut-être prier à 9h ou à 8h. Tu le fais à 10h en fait, Philippe. Tu le fais à Ouais. 10h, comme ça, c'est tranquille. Exactement. Ok. Voilà. Tu fais ton petit message que tu aimes bien faire sur Bah, Facebook. Juste avant d'entrer à l'église, je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd. Voilà, Oui. voilà, très bien, parfait. Ah, Bon. c'est bon. Comme on aime terminer cette émission, qu'est-ce qu'il y a sur la table des Tam Samani ce soir? Chez nous, il va y avoir, comme d'habitude, café. Oui, ça tabac. traditionnel. Et je crois que ma tendre épouse va faire du poulet tandoori. Ah, pas mal. J'avais entendu ça quelque part cette semaine. Pas mal. Très bien. Poulet tandoori. Qu'est-ce qui va se passer du côté de chez Maître Maghrebi ce soir? J'ai très peur. Ah bah écoute, je vais pas déroger à la règle, hein. Moi, ça va être mon velouté courgette, comme d'habitude, pour pas changer. Tu peux pas faire ça, Besma. Tu peux pas nous faire ça. Mais non, mais je suis obligée. Par contre, je crois que Khalil, s'il est encore là, j'aimerais bien savoir ce qu'il va manger, lui, ce soir. Khalil, qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Bah, franchement, le velouté courgette, ça me dit bien. Ah, quoi? Le velouté courgette, ça me dit bien. Ouais, c'est plutôt velouté de courbette, là, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais qu'est-ce que tu manges, Khalil, sérieusement, ce soir? C'est une bonne question. En général, j'essaie de pas y penser pour bien réussir le truc, mais je sais pas, je pense que ce soir, on m'annonce là, on me souffle dans l'oreille que ce sera crevette apparemment. Pas mal. Donc, what else, monsieur le cuistot? Ah voilà, il sait pas lui-même le cuistot, donc je pense qu'on va continuer le jeûne toute la nuit. Hein. Très bien, bah écoutez, c'est bien. Ce que vous savez pas, c'est qu'il y a plusieurs soirs où Khalil a rompu le jeûne dans l'association pour la fabrication des Corans. Ah oui, formidable. Bravo. Il n'était même pas chez lui, hein. Bon, super. Merci à tous. Pour moi, c'est tacos ce soir. Je suis pas très fan, mais bon. Oh, c'est bon, surtout si c'est ta femme qui le fait. Après, ah bah oui, bah évidemment, c'est fait maison, évidemment. Très bien. Après, évidemment, la traditionnelle halala. Ça, c'est obligatoire. Et Changement, Christophe, tu poses pas la question, Emmanuel, qu'est-ce qu'il dit? Emmanuel, qu'est-ce qu'on mange? Fais-nous rêver ce soir. Qu'est-ce qu'on mange du côté de chez Monsieur Dupuis? Mais écoutez, j'aimerais bien vous faire rêver, mais comme je suis invité à dîner, j'en ai pas la moindre idée. Ah, très bien. Très bien. Voilà, ça garde un petit peu une part de mystère, ce qui rend le plat encore plus savoureux. Monsieur Boyaki, réalisateur en chef de cette émission, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Avant ta garde à vue. Alors, voilà, je vais appeler le chef de l'office central de la police pour savoir qu'est-ce qu'ils ont prévu au menu ce soir. Au menu à la maison, j'ai pommes de terre, carottes que je vais mixer et que je devrais manger normalement, mais voilà, je vais quand même prévoir le cours. Enfin, vous inquiétez pas. En tout cas, en Gap, généralement, c'est des barquettes de pâtes. Hein. Des barquettes de pâtes. Bon, ça oui. Son gluten quand même, parce que je suis un peu écolo, faut pas oublier. Donc, non, mais ça devrait bien se passer. Alors, il y en a qui m'avaient posé la question. Vous nous suivrez le live sur Christophe Le Grand Forum. N'allez pas autre part. Vous ne nous verrez pas. Vous allez sur Christophe Le Grand Forum. Alors, je ne sais pas à quel moment je vais faire le live, mais ça se fera sur cette page-là, de toute façon. Très bien. Bon, c'est encore chez Farid que je vais aller manger ce soir si je devais aller manger quelque part. Merci à tous de nous avoir suivis, en tout cas. Merci à tous de nous avoir supportés pendant ce mois du Ramadan. Et pardon à toutes celles et ceux que j'ai pu offenser parfois, je sais, mon manque de nicotine qui a pu se faire ressentir au cours de ce mois béni sacré. Que Dieu m'en soit témoin et qu'il me pardonne. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Pardonne, Christophe. Oui, pardonne. Il te demande d'arrêter la nicotine tout court. Et tu peux le faire. La preuve, on peut le faire. On verra ça plus tard. Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis. C'est que partir au pour continuer d'élaborer ces sujets géopolitiques. Et bonne garde à vue.
Et bonne garde à vous pour Philippe. Alors, Merci Farid Moi aussi, parce que s'il est en garde à vue, je le suis aussi. Oui, forcément, forcément. Voilà, forcément. Merci à tous, merci Christophe. Merci, bon courage en tout cas, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Pour tout ce mois-ci et pour l'émission globale. Merci pour ton apport extraordinaire, mon Farid. Merci beaucoup. Merci Maître Maghrebi. Merci à toi, Christophe. Bonne soirée. Merci à toi et merci à Merci toi. pour Khalil. Et continue. Merci vraiment au nom de tous les bénéficiaires et des membres de l'association. Vraiment, vous avez toute notre gratitude. Merci beaucoup. À Tech Saha et Sarah Telkom à tous, bien sûr. Et encore une fois, un grand merci à Philippe et un merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Voilà, il y a Nadia, il y a Linda, il y en a plein qui nous ont suivis. Extrêmement fidèles. Philippe, tu es d'accord avec moi? Ils ont été très fidèles. Ouais. Franchement, ouais, c'est vraiment fidèles, interactifs. Ils ont nourri l'émission par leurs échanges. Ils ont été respectueux les uns des autres, même quand ils n'étaient pas en désaccord. Il y a eu des choses qui a été extraordinaire. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pendant cette période de confinement. Et vraiment, merci parce que c'est pas notre émission, c'est la vôtre. Et vous l'avez enrichi. Il y a même des sujets qui ont été demandés par nos auditeurs et nos auditrices. Et on a essayé tant bien que mal avec nos moyens. Mais en tout cas, merci en tout cas aussi à tous les intervenants, Christophe. On en a eu absolument que excellente qualité, et y compris mon pote Idriss. Compris mon copain Idriss. Ah oui. Ah ouais, c'est un grand moment ça. Ah ouais. Grand moment de la radio. Exactement. Bon, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Franchement, ce système qui nous a permis d'être parmi vous tout au long de ce confinement et du Ramadan va forcément être utilisé par la suite. Et on va essayer nous aussi de respecter les gestes barrières. Et on va arriver en studio, peut-être de retourner en studio très prochainement. De quelle manière? Pas forcément de la manière dont ça se déroulait avant le confinement. Forcément que le confinement est passé par là. Il faut qu'on réfléchisse à quelque chose parce que la vidéo, c'est important. Et les commentaires, et vous qui nous suivez sur Facebook, c'est important et on va avoir du mal à s'en passer maintenant. Donc, il va falloir qu'on trouve une conjugaison qui va nous permettre de poursuivre et à la radio et sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Merci à tous en tout cas. Je vous souhaite un bon repos, bonne fin de Ramadan et je vous retrouve à l'antenne de France Maghreb 2 dans une demi-heure avec Mohamed Bajrafil pour l'émission Parler Islam. Salut à tous. Surtout, si vous le pouvez, tant bien que mal, restez chez vous. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.